Bien, bonsoir à toutes et tous. Là, je note une forte présence féminine ce soir à la librairie Canopée. Bienvenue. On est très content que vous soyez déplacés pour cet événement, comme cette rencontre inédite avec nous. Et oui, vous suivez assidûment et une rencontre qui sera animée par Anne Pedro Monard. Vous êtes ici dans un lieu assez unique à Paris, la librairie Canopée, qui est fait pour vous accueillir, qui organise quasiment tous les mois, je dois te dire, des rencontres, des temps de formation, des échanges sur des sujets extrêmement variés qui sont ouverts à toutes et tous. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, puisqu'on va peut-être en parler un petit peu ce soir, à commenter et à nous retrouver aussi sur nos sites. On est, vous savez, très prolixe en ressources de formation. Nous avons un site qui s'appelle Cadotech, qui propose un certain nombre de ressources, de webinaires, des propositions de formation. Si vous ne connaissez pas, Cadotech, c'est ouvert à tous, accessible. Ce sont des ressources de formation assez pratiques, très diverses. Et puis sur notre podcast Extra Classe, voilà, j'en profite pour faire un petit peu de recension de tout ce que vous pouvez trouver à Canopée pour vous accompagner pas à pas sur le terrain et dans vos missions actuelles. Je vais m'arrêter. Bienvenue à Émilie, ainsi que sa présence avec nous ce soir. On est très honorés. Et je laisse la main à Anne Cédron-Moller, notre directrice de l'orientation de l'offre, et je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Bonsoir à Shoot, effectivement, de genre au féminin. Et bonsoir Émilie. Bonsoir, je suis très heureuse que tu sois là. Alors, disclaimer, je vais tutoyer Émilie parce que nous nous connaissons précédemment et parce que finalement, c'est comme ça que nous interagissons. Donc, le vouvoiement serait assez artificiel. Émilie, je sais pas s'il est vraiment nécessaire de te présenter à l'audience qui te connaît bien. Mais je vais quand même me plier à l'exercice rapidement. Donc, et puis tu me corriges si mes informations ne sont pas exactement les bonnes. Tu es professeur des écoles depuis 20 ans et tu es également créatrice de contenu sur l'école et l'éducation depuis 5 ans à peu près. Oui, je crois. Sur YouTube, sur Instagram, où tu as à la fois des contenus sur l'école en tant qu'enseignante et des contenus sur la parentalité. Et tu es désormais l'autrice de cet ouvrage que j'ai ici qui s'appelle « Qui fait l'école ?» chez Hachette. Donc ce soir, on est ensemble pour 1h30 d'échange qui vont s'articuler de la façon suivante. Entre 45 et 50 minutes d'échange. Et puis ensuite, on vous laissera la parole pour 45 minutes aussi de questions et continuer finalement la discussion nourri par vos questionnements et vos expériences. Et en guise peut-être d'amuse-bouche, avant d'entrer dans le vif du sujet des différentes thématiques du livre, j'aimerais que tu reviennes à la jeunesse de ce projet. Qui fait l'école? Pourquoi ce choix de mots? C'est pas anodin. Qui fait? Et comment l'idée a germé chez toi? Avec quel objectif? Volontiers. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. C'est vraiment la classe d'être ici. Donc merci. Et je voulais dire aussi que je suis très contente de voir tout ce monde, parce que ça me réjouit de savoir qu'il y a autant de personnes qui s'enthousiasment pour l'école, qui prennent leur mercredi pour venir parler encore d'école, qui ont envie de parler d'éducation, tant ce que ça me dit de vous, c'est que vous êtes comme moi en recherche et ça fait très plaisir. Et je trouve ça très enthousiasmant, donc merci beaucoup pour votre présence. Et ensuite, pour pas kiffer l'école, comment? Ce que je te disais en off, c'est que, oh là là, c'est un peu loin tout ça, je ne sais même plus comment ça a commencé. Ça a probablement germé comme un milliard d'idées que j'ai à la seconde. Et c'est juste que ça a pris racine et que ça a eu un succès auquel je ne m'attendais pas du tout. Et d'ailleurs, parfois, je me dis que si j'avais su qu'on parlerait de kiffer l'école, j'aurais peut-être choisi un autre terme. Parce que, il pose question parfois, il n'est peut-être pas assez scolaire ou académique. Et en même temps, il reflète exactement ce que je fais en classe. Et la raison pour laquelle je fais ce métier, c'est que j'ai envie que mes élèves s'amusent, apprécient. Et je ne me vois pas faire ce métier sans moi aussi prendre du plaisir. Donc le kiff, il est dans les deux sens. J'essaye d'en donner à ma classe et j'en reçois beaucoup aussi. Donc voilà pourquoi kiffer l'école. Et pour comment ça a commencé exactement, j'ai une fille ma plus jeune va avoir 12 ans. Et quand j'étais enceinte d'elle, j'ai tapé ce que j'avais pris en note sur mon smartphone à l'époque quand j'étais en petite section pendant 1 an. J'ai noté des petites anecdotes de classe. Et donc, il y a 10-12 ans, j'ai écrit un premier livre, mais que j'ai auto-édité.
et Vokipuku qui a pas fait grand bruit, mais qui s'appelait C'est quand la récré. Et donc, à l'heure de la sieste, j'avais un BlackBerry à l'époque et je tapais à 2 doigts ce qui s'était passé, ce qu'un tel avait dit, le petit mot sympa d'un enfant, ou voilà, des réflexions entre collègues. Et puis, pendant mon congé maternité, je l'ai tapé. Et ensuite, voilà, il est sorti. Et puis, une fois que c'est fini, je me suis dit, oh mince, j'ai encore tellement d'histoires à raconter. Ça me fait plaisir de parler de ce qui se passe en classe. Et il y avait vraiment un engouement. Les gens me disaient, mais c'est génial parce que mon mari va enfin comprendre ce que je lis au quotidien. Donc voilà. Mais j'ai commencé un blog en me disant, j'ai encore des histoires. Et genre, pour alimenter le blog, je demandais à des collègues ou à des gens croisés, racontez-moi une anecdote d'école, ou toi, qu'est-ce qui t'a marqué en tant que prof. Donc, j'ai tout écrit au présent et à la première personne, en me mettant à la place d'un enfant de 3 ans ou d'un directeur d'école, d'une personne à la retraite. Et ça m'a beaucoup plu. Ça m'a pris pas mal de temps. J'avais des bons retours, mais c'était assez modeste en termes de visibilité parce que les blogs, c'est plus compliqué. Et puis est venu Instagram, YouTube d'abord. Et YouTube, ça a commencé avec le confinement, quand il a fallu qu'on garde le lien avec nos familles, les familles des élèves. Et je me suis dit, j'avais des petites sections maternelles dans une zone prioritaire. Je me suis dit que ça serait plus simple de faire une petite vidéo par jour pour dire, voilà, aujourd'hui, vous pourriez travailler ça avec votre enfant, ou tiens, j'ai eu cette idée, puis ça permettait aussi de m'adresser directement aux enfants. Je me suis dit que tous les parents avaient un smartphone. C'était plus facile que d'avoir des photocopies ou de travailler à un bureau. Et puis, un parent d'élève de la classe d'accueil qui a demandé si il pouvait avoir accès aussi aux vidéos. Et du coup, je les ai passées en public parce que quelqu'un me l'a demandé. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé, les followers. C'était sur YouTube avec le confinement. Et c'est très drôle parce que j'y connaissais rien, ni en montage, ni en quoi que ce soit. Et un jour, il y a une grand-mère qui m'a dit, vous savez, mon petit-fils m'a dit que si vous retournez le téléphone, les vidéos seraient allongées plutôt que de les avoir comme ça. Donc, j'ai eu des conseils aussi de personnes qui me suivaient. Et puis ensuite, j'ai commencé à aller sur Insta en me disant, chaque fois que je vais poster quelque chose sur YouTube, je vais le dire sur Insta. Mais je savais pas non plus comment utiliser Insta. Et puis après, quelqu'un m'a dit un jour, tu sais que tu devrais faire des reels sur Insta, ça marche quand même vachement mieux que de faire la promotion des vidéos YouTube. Et c'est là que j'ai commencé à avoir vraiment beaucoup de gens qui m'ont suivi parce que c'est un format qui est pratique. Ce qui m'a le plus frappé dans le livre et aussi dans ce que tu publies, cette phrase, cette posture que tu relates au début du livre où tu dis aux épices de ta carrière, ton conjoint un jour t'a dit ce ne sont que des enfants. C'était marqué dans l'introduction. Et tout au long du livre, on voit vraiment, et globalement dans ce que tu produis, comment tu conseilles de revenir vraiment à cette idée de base que ce ne sont que des enfants. Or, dans le système scolaire français, notamment... Je sais pas si je l'ai écrit comme ça parce que quand je l'entends comme ça, je me suis dit, j'espère que j'ai pas dit que des enfants. Non. N'oublie pas que ce sont des enfants. Oui. Parce que du coup, c'est une petite nuance, mais en fait, ce ne sont pas que des enfants, ce sont des enfants. C'est ça le message que je voulais faire passer. Alors peut-être que c'est moi qui l'ai retranscrit en rajoutant le que, c'est tout à fait possible. Mais ce qui m'intéressait, c'était la différence enfant-élève. Dans le système scolaire français, on parle beaucoup du métier d'élève, ce qui n'est pas le cas de tous les systèmes scolaires européens. Au printemps dernier, on avait reçu ici Louise Touret sur son livre sur l'école. Et justement, elle insistait sur le fait que l'école en France était un endroit où notamment la maternelle, où on soustrayait un peu l'enfant à la famille et on le socialisait à son métier d'élève. Et j'aimerais vraiment qu'on revienne là-dessus, c'est-à-dire comment toi tu articules finalement ces 3 dimensions de l'enfant, de l'élève et de l'individu, avec toutes ces singularités, parce que chaque élève enfant est une personne avec tout un ensemble de caractéristiques. Et j'allais dire avec un bagage émotionnel qui est parfois très encombrant et qui prend beaucoup de place. Que dire ? Comment tu articules ces 3 dimensions dans ton métier d'enseignante? Alors, ce jonglage permanent entre l'enfant, l'élève et l'individu. Alors moi, je vais répondre par la personne que j'ai été parfois et que je ne veux jamais être, que je ne voudrais pas re-être. J'ai parfois, en tant que maman, eu des mots, des comportements, des agacements, et je me suis vue en train de parler à mon enfant en me disant « Oh là là, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et je me suis aussi beaucoup formée en tant que maman, en fait, finalement, à la parentalité. Ce sont des sujets qui me passionnent, donc je passe mon temps à écouter des podcasts sur la neurodiversité, sur voilà, tout ça. Et en éducation, c'est pareil. Face à mes élèves, il y a des choses que je sors comme ça et je me dis, ah, putain,
tu pourrais faire mieux, Émilie, c'est pas génial ça. Et pourquoi je pourrais faire mieux? Parce qu'en face, j'ai des enfants et ce sont pas des cerveaux qu'il faut que je nourrisse. Enfin, il y a autre chose que juste une notion à apprendre. Il y a un enfant à prendre en compte. Et voilà. Et je voulais faire un parallèle avec le sport, si vous me permettez, parce que la différence, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, dans plein de clubs différents, et plein de disciplines différentes. Et la différence entre un bon coach et un mauvais coach, enfin, je me suis posé la question de ce que c'était pour moi. Et je crois que c'est ça aussi, c'était le coach qui prenait en compte le fait qu'on n'était pas juste des sportives sur le point de faire des performances où il fallait pas préparer un match, mais c'était aussi, il prenait en compte la personne qu'on était. Et je me souviens d'un coach qu'on avait détesté et aujourd'hui, je sais pourquoi on l'aimait pas. C'est par exemple, lui, il était très concentré sur en foot, par exemple, et qu'il fallait faire une passe transversale et machin. Et la personne qui essayait sur le plot A, il fallait qu'elle arrive dans ce sens-là et qu'elle court et qu'elle frappe. Et c'était chacun notre tour. Il avait un sifflet. Et le fait est que la plupart d'entre nous n'étions pas au plot A au moment où lui voulait que l'action se passe. Et quand on était au plot B ou au plot C, on avait froid, on s'ennuyait. Et si on se mettait à discuter, on se faisait engueuler. Et j'ai eu des coachs qui nous faisaient faire exactement les mêmes exercices, mais avec eux, c'était génial, alors que c'était aussi de la répétition, que c'était fatigant, que c'était difficile. Mais en attendant, on avait le droit de faire du gainage. Je sais que c'est pas forcément un truc rigolo pour tout le monde, mais nous, ça nous faisait plaisir. Ou de jongler avec le ballon, ou de faire des allers-retours. Enfin, voilà. Et c'était un coach qui, je pense, avait réfléchi à, OK, moi, je vais me concentrer là-dessus parce que c'est là-dessus qu'on pêche et il faut qu'on bosse là-dessus pour le match. Mais pendant ce temps-là, ce sont quand même des petites filles ou des jeunes filles, il faut qu'elles s'amusent. Et donc je pense que c'est, aussi ça, qui fait l'école pour moi, c'est de prendre en compte l'enfant parce que justement, c'est un enfant et que l'enfant, il a des besoins physiologiques. Et puis les enfants qui ont des besoins particuliers sont peut-être, je pense à eux parce que parfois, eux-mêmes sont pris par les émotions, mais ne savent pas qu'en fait, ils ont des soucis avec leurs besoins physiologiques, à besoin de pipi, faim, soif, fatigue, voilà. Donc ça, enseigner les maths et faire de la didactique quand un enfant a très envie d'aller faire pipi, on sait tous que c'est pas possible. Et un enfant aussi qui s'est fait pincer, ben, aura beaucoup de difficultés à réciter sa poésie sereinement si on n'a pas parlé de ce qui vient de se passer, par exemple. Je trouve ça, je rebondis parce que je trouve ça hyper intéressant que tu amènes tout de suite la question de la corporéité via le sport, via les besoins physiologiques de base. Donc, tu as beaucoup enseigné en maternelle, justement. Il y a différents espaces en maternelle où le statut des enfants n'est pas exactement le même. C'est-à-dire, il y a la salle de sieste, il y a les toilettes, il y a la salle de classe. Donc, il y a des espaces d'apprentissage, il y a la cour de récréation, il y a des espaces de jeu. Alors, en maternelle, la salle de classe est un espace d'apprentissage dans lequel le jeu a une dimension très importante. Comment, toi, en tant qu'enseignante aussi, tu traverses ou tu vis ces différentes un peu zones grises des établissements scolaires où le statut change en fait, des élèves changent et ce rapport à la corporité, comment tu l'as travaillé aussi? Alors déjà, au sein de ma classe, j'ai beaucoup déménagé. J'ai beaucoup déplacé les meubles, réfléchi. À une époque, c'était la mode de l'ellipse au sol, à la Céline Alvarez, Montessori. Il a fallu que j'ai une ellipse pendant 1 an jusqu'à ce que je me dise: «Non, finalement, ça marche pas pour moi». Les bancs, ça marchait plus non plus. Puis une année, il fallait que je remette des bancs, des chaises. Donc en fait, je me suis beaucoup posé de questions et j'ai beaucoup expérimenté et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je kiffe, c'est que je passe mon temps c'est comme un petit laboratoire, ma classe. Je me dis: «Tiens, ah, aujourd'hui, il y en a qui travaillent sous la table et si je les laissais, faire ce qu'ils ont à faire sous la table?» C'était ce matin même, vous avez ces petites perles à chauffer, qu'on met sur des petits picots et ensuite on les repasse. C'est super difficile pour des enfants de maternelle de pas renverser, de voilà, de se déplacer avec, de terminer, la persévérance. J'adore ce travail et j'en ai 2 pendant que je travaille avec un groupe que je retrouve sous la table justement. Hem, j'ai pas beaucoup d'élèves cette année, c'est un grand privilège et je me suis posé la question: «Est-ce que je leur fais une réflexion?» Et j'ai pas pu m'en empêcher parce que, ben, voilà, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Et puis au final, je leur ai dit: «Mais vous êtes bien, sous la table?» Ils m'ont dit: «Oui, il y a moins de bruit, c'est plus facile». Et je me suis dit: «Ben, vous penserez à ramasser ce qu'il y a par terre?» «Oui». Et puis voilà. Je suis passée à autre chose et j'ai continué à faire ce que j'étais en train de faire et dans un petit coin de ma tête, je me suis dit: «Ah, je suis en train de lâcher quelque chose». Eux adorent et ils ont super bien travaillé, ils ont tout rangé et spontanément, c'est vrai que si on dit à un jeune, débutant: «Bah, ce que vous pouvez faire, c'est de les faire travailler sous la table», bah, non, ça marche pas. Mais avec l'expérience et parce que maintenant, bah, j'ai peut-être aussi, assis mon autorité et que je me sens à l'aise, je m'autorise ça et je pense que ces enfants-là, à ce moment-là, ont suivi un instinct, naturel et qu'ils étaient vraiment très bien sous cette table pour diverses raisons. Puis ils avaient ce petit côté, on est tous les 2, ils discutaient à voix basse alors que d'habitude ils font du bruit. Voilà, donc pour répondre à ta question, je crois que je m'approprie l'espace aussi, parce que je fais des expériences
Et ensuite, j'observe énormément mes élèves. Et moi, j'ai été, et je suis encore quelqu'un qui a besoin d'énormément de mouvement. Et donc ça, je le prends systématiquement en compte dans mes classes. Donc il y a très peu de choses au centre pour qu'on puisse s'allonger, qu'on puisse... j'ai beaucoup d'objets aussi à triturer, à manipuler. J'ai des casques anti-bruit, j'ai une espèce de combinaison qu'on peut étirer comme ça. C'est comme un gant, mais pour le corps entier. On se glisse dedans, puis ensuite on ferme les scratchs et puis on peut sentir sa corporalité. Je crois que je l'ai piqué au centre de loisirs, vous le direz pas. C'est en rangeant le préau que je l'ai trouvé et il était en train de pourrir sous un banc. Je le rendrai, c'est promis. Mais c'est de la C'est génial. la réutilisation. La réutilisation, puis il est pas là, il est pas perdu. Voilà, donc oui, il y a l'élève, mais il y a aussi l'enfant avec son corps, son besoin de bouger, son besoin d'évacuer, son besoin de parler, son besoin de se confier. Et je peux continuer sur ma lancée parce que du coup, ça, une idée me fait j'assure. Voilà. Le rapprochement va peut-être paraître un peu bizarre, mais je pense que pour asseoir son autorité, on touche à quelque chose là aussi. Si j'accorde ma confiance à mes élèves, si je les laisse sous la table en fait faire leurs petites affaires là avec leurs perles, je leur donne de l'autonomie, ils savent que je leur fais confiance, ils me font confiance, et le jour où je vais dire là, je veux que tout le monde soit assis face au tableau et je veux pas un bruit, en fait, ça va se passer mais super bien. Et l'autorité, je l'ai pas parce que j'ai de l'autorité naturelle, je l'ai, je pense, parce que j'accorde ma confiance aux enfants et vice-versa, et que je leur donne beaucoup de responsabilités. Et je pense pas que quand les gens pensent autorité, ils se disent, bah oui, bah, elle parle fort, elle leur fait un peu peur, avec elle, personne ne moufte. Non, au contraire, avec moi, les enfants mouftent. Les enfants me disent ce qui va pas, ils se plaignent, ils râlent, je les écoute, ils me font des demandes. Vendredi, ils m'ont dit, mais si c'est le dernier jour d'école, pourquoi on fait pas une fête? Ben oui, vous avez raison, vous pensez à quoi? Ben moi, j'aimerais bien me déguiser. Il y en a d'autres qui veulent se déguiser. Voilà. Et en fait, c'est toujours un va-et-vient entre ce qu'ils aimeraient, ce que moi, je suis prête à lâcher. Et je pense qu'avoir d'autorité, en fait, c'est ça, c'est d'avoir une confiance mutuelle. Je représente le cadre et en même temps, je suis souple, je crois. Et c'est comme ça que ça marche. Voilà. Ça fait écho avec ce qu'on fait chez Réseau Canopy, parce qu'on a publié un ouvrage qui s'appelle L'autorité par la confiance. Et l'autrice de l'ouvrage est venue l'année dernière à Prof en scène, qui est un événement dédié aux nouveaux enseignants. Elle est venue parler aux jeunes enseignants justement de cette posture-là, c'est-à-dire de construire l'autorité par la confiance, et que l'autorité, ça ne s'impose pas finalement, ça se crée dans un cadre qu'on négocie à certains endroits, sur lequel on lâche à d'autres et qui est très ferme à certains moments ou dans certaines temporalités. Donc je trouve ça très intéressant ce que tu dis. Et peut-être pour finir sur ce premier axe, mais j'aimerais que tu nous parles des parents dans tout ça. Quelle place ont les parents? Comment tu les fais monter à bord ou pas? Ou parfois tu n'y arrives pas? Enfin voilà, quelle place ont les parents justement dans cette personne qui est à multiples facettes et qui arrive aussi à l'école avec de potentiels conflits de loyauté entre ce que la famille lui demande, ce que l'école lui demande, etc. J'ai une anecdote à ce sujet. Une maman d'un élève de petite section, donc dans le 20e, dans une zone prioritaire aussi. On était début septembre et elle me dépose son fils comme tous les matins et elle me dit c'est difficile, c'est difficile. Et elle parce qu'à la crèche, il tapait, il mordait et au centre de loisirs, ils m'ont dit que... Et moi, je lui réponds temps de pause. Et en fait, j'ai un temps de pause aussi avant de lui répondre parce que spontanément, j'avais envie de lui dire mais vous rigolez, il est votre gamin. Et en fait, évidemment, je lui dis pas ça, mais je fais mais oui, mais c'est un... pardon, mais il pète tout, il renverse tout, il écoute rien. Et évidemment que je lui ai pas dit ça, mais je lui ai pas dit ça parce que je me suis formée à parler. Vraiment, c'est une formation et peut-être que spontanément, c'est parce que j'étais pas très à l'aise aussi dans mes relations avec les autres que j'ai appris. Et je me suis dit, ok, cette maman, en fait, il faut absolument qu'elle me donne sa confiance parce que si elle a un regard positif sur son fils, et si elle sait que son fils est bien à l'école, je pourrais lui faire passer des messages plus tard. Pas maintenant, parce que là, on est le 5 septembre et que son fils a 2 ans et demi et que c'est pas la peine. Et oui, je suis épuisée, fatiguée. Et rien que de le voir, je me dis, oh mon Dieu, j'aurais tellement aimé qu'il soit absent ce matin. Je vais pas lui dire. Non, c'est un peu dur, mais avouez qu'on a tous... voilà, c'est que parfois on dit, ah là là, c'est bien aujourd'hui, mais... Ah ben oui, ah oui, bah oui, un tel est absent. Voilà. Et donc ce jour-là, j'ai dit à la maman, donc je m'arrête et je dis, je crois que votre enfant est très content d'être à l'école. Et là, du coup, elle se dit, ah tiens, je me fais pas engueuler, elle me dit rien de négatif et elle se met à sourire un peu, puis je lui dis avec le sourire, elle me fait, ah oui, puis il arrête pas de parler de vous, il dit Milly tout le temps. Je fais, ah bah oui, bah ça se voit, regardez comme il est content et puis il est très curieux, votre fils. Et en fait, j'essaie de tourner il renverse tout, il range rien, en bah oui, il est curieux, tout l'intéresse. Et ce qui était vrai, en fait. Et en fait, j'ai fait le choix d'utiliser des mots très positifs. Et cette maman, on s'est très bien entendu. On a eu des échanges vraiment très chouettes.
Son fils, ça n'a fait que progresser. Donc, la question, c'est comment je fais avec les familles. Parfois, je fais mal parce que parfois, d'humain à humain, on peut être heurté. J'ai pas le temps. Voilà. Et puis, il y a des jours où tu es fatigué, des oui. jours, voilà. Et en même temps, tous les matins, j'essaye de regarder chacun dans les yeux, d'avoir un petit mot pour le petit frère ou la petite sœur, dire bonjour à l'enfant, puis à son parent, proposer qu'ils rentrent pour regarder les affichages, leur rappeler une sortie à venir, leur demander si ça leur dit de passer un moment avec nous. Donc en fait, je fais l'effort de ça. Une anecdote que j'aimerais raconter, quelque chose qui m'est arrivé tout à l'heure. Je recevais une maman pour lui remettre le livret de milieu d'année à sa fille. Quand je la fais entrer, je lui dis voilà, ici il y a le coin je ne sais quoi, et puis n'hésitez pas si vous voulez revenir, rester un moment avec nous un matin en classe. Elle me répond mais moi je savais pas qu'on pouvait entrer dans les classes. Et ça m'a fendu le cœur. Je dis mais comment ça? J'avais l'impression de passer mon temps à le dire et que ça allait de soi. Et en fait, ce qui va de soi va encore mieux en le disant. Encore aujourd'hui, je me suis dit, il faut absolument que je fasse l'effort de dire aux parents, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à entrer, venez jeter un œil, est-ce que vous voulez rester un peu plus longtemps? Voilà, c'est ce que je me suis dit. Donc j'ai encore du boulot à faire sur la relation parents. Je pense que c'est un chemin. On n'a jamais fini de faire ce travail. Et juste, je rebondis parce que en tant que mère, moi-même, je me souviens d'une rentrée en maternelle où mon fils était très ami avec un gamin qui était arrivé sans papier à l'école et qui effectivement rangeait pas, était très hyperactif, etc. Et dont la mère était convoquée. Au final, au bout d'un moment, en grande section, elle savait qu'elle allait être convoquée au bout d'un mois pour qu'on lui explique que son fils n'était pas conforme et elle maîtrisait pas bien le français. Et en fait, je me disais, mais ne faites pas ça, ça va créer un rapport. En fait, à partir de là, elle n'aura plus confiance dans l'institution scolaire. Donc, elle va développer tout de suite un phénomène de rejet. Oui, voilà. pour nous qui sommes là, remplir des papiers, comprendre les rôles de chacun, la gardienne, la directrice, ça va de soi parce qu'on a été élevés là-dedans. Mais il y a beaucoup de nos parents d'élèves qui sont très éloignés du système scolaire et qui ne comprennent pas ce qui s'y passe parce que tout simplement, c'est très loin de ce qu'ils ont pu vivre. Et donc, à nous aussi d'essayer de rendre l'école transparente et plus claire. Mais c'est pas facile. Et c'est d'autant plus difficile les âges avançant. C'est-à-dire qu'en maternelle, les parents rentrent encore dans la classe, en primaire plus, et alors au collège et au lycée, ils ne sont convoqués que pour les... Voilà. Moi, j'ai quand même un père d'élève qui un jour m'a dit, première, il est venu à la réunion parents-prof, il m'a dit, dites-moi que ce qui ne va pas. Voilà. Donc, Votre enfance, monsieur Pepel? voilà, j'ai trouvé ça. Je me suis dit, ah oui, mes enfants étaient en maternelle à ce moment-là. Bref, on n'est pas là pour raconter ma vie, mais je trouve que ça fait écho à ce que tu racontais. Peut-être justement, alors ça me fait une transition toute trouvée sur cette question de la confiance et de la confiance a priori. Dans l'introduction du livre, et puis tout au long, tu dis que finalement, tu n'as rien inventé, rien découvert, que tu as travaillé beaucoup sur le comment enseigner. Tu as pioché plein d'outils. Et dans le comment enseigner, moi, ce qui m'a beaucoup surprise, ou en tout cas, c'est pas des mots qu'on a tendance à entendre, tu utilises deux mots, sérénité et joie ou plaisir. Ça revient beaucoup, tu parles de ta volonté d'enseigner de façon sereine. Or, quand on parle de climat scolaire, on parle plutôt d'apaisement, d'inclusion, de protection, mais cette question de la sérénité et de la joie, du plaisir, c'est pas quelque chose que les politiques publiques s'attachent beaucoup à travailler. Et j'aimerais qu'on s'attarde un peu là-dessus, c'est-à-dire comment tu as réussi à cultiver toi ta propre sérénité en tant qu'enseignante. On sait que c'est un sujet important, le bien-être professionnel, c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi beaucoup. Qu'est-ce que tu as trouvé comme ressources d'abord, justement, pour revenir à toi? Alors certainement que ça fonctionne pas toujours, etc. Mais qu'est-ce que tu as travaillé? Alors, la réponse qui me vient, j'ai fait une psychothérapie déjà, qui m'a énormément aidée à m'apaiser, parce que je pense que j'étais en colère et ça m'a permis de régler des choses personnelles. Quand on n'est pas très bien avec soi, c'est difficile d'être bien avec les autres. Voilà. Je sais que c'est un gros sujet, mais je suis très contente d'avoir fait cette psychothérapie. C'était pas facile, mais je pense que c'est essentiel et du coup, ça m'a permis de dégager de l'espace. Il y avait des choses qui prenaient beaucoup d'espace sur ma bande passante, qui fait que je pouvais me sentir un peu agressée, de répondre du tac au tac, parce que voilà, j'étais pas apaisée. Donc c'est un travail personnel. Je fais du sport, moi, beaucoup. En vrai, je kiffe ma vie. Et pourquoi, je sais pas, je crois que j'ai de la chance d'être née extrêmement positive. Et du coup, comme j'aime les choses positives, j'écoute des choses positives, donc je m'entoure de choses positives. Et c'est un cercle vertueux. J'ai en tête un collègue qui rentrait en salle des maîtres toujours en disant « Ah putain, fais chier, putain, fais chier ». Et il y avait toujours, soit parce qu'il y avait plus de pâte à fixe, soit parce que il fallait distribuer les cartes de COP ou je ne sais quoi. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça c'est quelque chose que je fais pas. En fait, je vais plutôt rentrer dans la salle des maîtres en disant, ah, c'est génial le soleil et voilà. Donc je sais pas si je l'ai travaillé ou si on me l'a enseigné, mais j'ai tendance à toujours voir le positif et chez les gens aussi et chez les enfants en particulier.
Donc, je pense que j'ai plus de la chance. Je me souviens que ma mère nous disait toujours, oh, regarde, j'adore les vieilles pierres. Ça, c'est Et donc, quand il y avait un vieux muret ou une vieille église, on était là, alors, super. N'empêche, voilà, quand je vois des vieilles pierres à la campagne ou à Paris, bah, ça me fait plaisir parce que je me dis, c'est vrai, c'est super beau. Les fleurs, c'est beau. Les rayons de soleil, ça fait plaisir. Ça paraît très niette, dit comme ça. Non, ça s'appelle cultiver la contemplation. Et c'est une... Enfin, voilà, du coup, j'entends que pour cultiver la sérénité, il faut aussi cultiver des temps de contemplation en classe, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce temps où tu t'arrêtes, qui peut prendre 5 secondes, juste de contempler et de te dire qu'est-ce que ça me fait. Donc, il y a une forme d'auto-empathie. Et il y a aussi une technique pour chaque chose négative qui vient à l'esprit. On peut essayer de contrebalancer contre un truc positif. Et moi, je suis convaincue que même dans les épreuves les plus difficiles de la vie, et j'en ai traversé des très dures, il peut toujours en sortir quelque chose de très beau et de très positif. J'ai appris à faire des listes de ce qui allait pas aussi, ou d'appeler une de mes sœurs ou quelqu'un de confiance pour vomir tout ce qui va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, et d'avoir une écoute, quelqu'un qui a une oreille empathique et qui nous laisse sortir tout ce qui va pas, ça fait énormément de bien. Et puis l'autre chose aussi, moi, j'adore les relations humaines. Moi, je suis quelqu'un de très extraverti qui va prendre son énergie des autres aussi, donc j'adore sortir, voir du monde, discuter, partager. Et donc ça, je pense que ça me rend heureuse aussi. Voilà, je suis pas quelqu'un de solitaire. Donc, cultiver l'auto-empathie, cultiver la contemplation. Et avoir des relations sociales, voilà. Et puis apprendre à dire non à ce qu'on n'a pas envie de faire. Ça aussi, c'est un truc que je travaille, mais qui fait tellement de bien. Quand on dit non à quelque chose, on se dit oui à soi. J'avais lu ça quelque part. J'évite de me mettre dans des situations où je vais pas être bien. Dans le livre, tu as tout un chapitre sur la cape d'enseignante, le fait de revêtir sa cape. De quoi est faite cette cape finalement? C'est-à-dire que là, tu dis comment tu as travaillé sur toi, sur le... Voilà. Et revêtir une cape, c'est aussi jouer un rôle. Voilà. De quoi est fait ce rôle? Comment tu le décales? Et de quoi est faite cette cape? Moi, ça m'intéresse de comprendre. Alors, ma cape, quand je la revais le matin, je suis une personne ressource pour mes élèves, je pense. Et je vais être quelqu'un qui va guider. Je vais m'assurer que tout le monde sait pourquoi il est là aujourd'hui. J'affiche l'emploi du temps de la classe en images avec une petite flèche qui avance. Si j'oublie de le faire, il y a toujours un enfant qui va me dire « Maîtresse, t'es sûre qu'on a vélo aujourd'hui ?» Je fais « Ah ben non, tiens, tu veux t'en occuper ?» Donc ça fait partie aussi de la cape de l'enseignant. C'est celui qui dirige le bateau. Je garde le cap pour tout le monde. Je m'assure que tout le monde va bien. Et puis, je rappelle les règles. Je m'assure que tout le monde est occupé intelligemment. Des choses comme ça, en fait. Et cette cape, parfois, ça va être aussi celle qui va faire un peu rigoler tout le monde, qui va détendre l'atmosphère quand c'est tendu, qui va fédérer. C'est super important aussi. Je pense que ça, c'est vraiment un rôle de prof. Quand parfois, on met le pied dans une classe, on se dit bah, bizarre l'ambiance. Ah, ça chamaille pas, ça chamaille par ici. Il y a des groupes. Et quand on rentre dans une classe où l'institut a réussi à fédérer le groupe, on sent ça, l'ensemble de la classe va se tourner vers la personne qui rentre. Porter ma carte d'enseignant, c'est intervenir systématiquement quand j'entends quelque chose qui me dérange, qui n'est pas admissible ou qui peut être heurtant. Et puis, c'est évidemment de transmettre le programme aussi de l'éducation nationale. Donc ça, c'est évidemment une énorme partie, mais c'est pas ce sur quoi je base totalement mes vidéos parce qu'il y a beaucoup de ressources là-dessus. Avoir la cape d'enseignant, c'est donner envie, je crois, aussi aux enfants et de les embarquer. En ce moment, on fait une expérience totalement ratée en sciences. Par exemple, on a des coupelles sur le bord de la fenêtre avec de l'eau et des petits objets. Chaque enfant a pu choisir son petit objet. Donc, on a travaillé sur le tableau à double entrée parce que du coup, j'ai fait un tableau pour dire dans la coupelle verte, un tel a mis Spider-Man et dans la... Voilà. On espérait qu'il gèle pour que les petits objets soient pris dans la glace. Et en fait, ce qui est super drôle, c'est qu'aujourd'hui, il y a une des coupelles, l'eau s'est complètement évaporée. Donc, c'est un autre état de l'eau. C'est pas celui que tu attendais. Et puis voilà, c'est aussi, je sais qu'il y a la Bucheton a parlé de la posture du magicien et de temps en temps, juste de faire rire les enfants, d'éveiller leur curiosité, c'est génial. Et quand je leur dis, vous savez, bon, on a compris que ça pouvait être solide et liquide, mais vous savez qu'il y a un autre état de l'eau et de juste d'allumer ma bouilloire et de leur montrer ce que c'était que la vapeur d'eau, mais ça a créé dans la classe, alors qu'ils ont tous vu leurs parents cuisiner dans la cuisine. Mais en fait, voilà, quand c'est médié par la cape d'enseignant, c'est pas pareil. Et je vais vous faire rigoler, mais là, depuis donc 10 jours, donc ça prend pas la glace, mais on fait des glaçons du coup. Donc j'ai des sirops, parce on a travaillé sur l'odorat aussi, donc j'avais plusieurs types de sirops pour essayer de reconnaître les odeurs. Et donc tous les jours, j'ai un enfant qui me dit « Oh, des glaçons à la pomme aujourd'hui !» Et donc j'ai un élève qui fait du sirop, qui remplit le bac à glaçons, qui va dans la salle des maîtres mettre les glaçons. Voilà, ma cape d'enseignant, c'est tout ça à la fois.
Donc, ils ont fait, finalement, dans les apprentissages des 3 états de l'eau, Qui ne sont pas au programme de la maternelle en plus, parce que du coup, je suis retournée voir. Mais c'est ça qui est incroyable. Et le mot fusion est apparu parce que quelqu'un m'a dit ça fond. Et enfin, voilà. OK. Donc, j'enlève ma question sur quels effets ça a sur les apprentissages parce que tu l'as déjà exploré et puis je vois le temps qui passe et je voudrais juste qu'on parle un peu de la 3e dimension, en tout cas que moi j'ai vu dans ton livre et puis dans ton travail. Ce livre, c'est le fruit d'un travail de création de contenu. Tu as une communauté qui est très nombreuse, très active. D'ailleurs, nous aussi, dans nos formations Réseau Canopé, quand on rencontre des jeunes enseignants, des enseignantes en reconversion aussi, elles nous parlent de tes vidéos, de la façon dont ça a pu leur mettre le pied à l'étrier pour ensuite venir voir d'autres types de contenus de formation. Elles se sentent rassurées, soutenues, je dis elles parce que globalement, la profession est à 80% féminisée. T'es une formatrice, t'es perçue comme une formatrice, je pense, par beaucoup de collègues. Et je sais que pour en arriver là, tu t'es beaucoup formée. Comment t'as construit ton développement professionnel sur ces 20 années? Qu'est-ce que t'as exploré et quelles sont un peu les thématiques, les formats qui t'ont été particulièrement utiles? Je reviens sur le terme de formatrice. Du coup, je me sens pas formatrice, moi, parce que c'est cette question de légitimité. En fait, on m'a pas. Je suis pas estampillée formatrice, donc je le suis pas. Par contre, je partage les choses qui ont marché dans ma classe. Et c'est peut-être aussi ça qui fait que ça marche, c'est que c'est vraiment du vécu, c'est du terrain. Je suis dans ma classe, je suis vraiment avec mes élèves toute la journée, je suis à plein temps. J'ai la chance d'avoir une sœur aînée qui a 8 ans de plus que moi et qui, elle, est dans les ressources humaines et qui a toujours eu des bouquins qui traînaient chez elle qui m'ont toujours intéressée. Et je l'ai regardé élever ses enfants et j'ai regardé mes autres sœurs élever leurs enfants aussi et j'ai vu des différences et je me suis imaginée maman très tôt en me disant tiens, ça je vais prendre cette idée-là, celle-là un peu moins. Et donc je lui ai demandé des livres et c'est elle qui a commencé à me parler de communication non violente et qui m'a donné des livres à lire. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Donc ça, c'était avant l'ère des podcasts et des vidéos. Ensuite, j'ai voulu faire des stages de communication non violente. Donc ça, je les ai payés avec mes petits deniers. Et puis, j'ai fait des week-ends dans vacances scolaires. Alors, Réseau Canopé a un livre sur la communication non violente en classe. J'en profite. Ça, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment chouette. Moi, c'est un outil qui m'a beaucoup aidé dans mes relations aux autres et en tant que maman pour dénouer des conflits, pour apporter de l'apaisement en classe. Le mot sérénité de tout à l'heure, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidée aussi. J'ai appris à décrire ce que je voyais plutôt qu'à réagir à des situations de verres renversés, de portes qui claquent, d'enfants qui se disputent, plutôt que de rajouter du stress au stress. Mais c'est vraiment un apprentissage. Je l'ai utilisé un peu comme une méthode, même si c'est vraiment pas une méthode, c'est plus une façon de voir les choses. Mais j'ai appris à me regarder faire. Est-ce qu'il y a d'autres formations que tu as faites ou sur des questions justement de développement professionnel pour tes gestes, ta posture? L'année dernière, j'ai fait une formation grâce à... J'avais un poste à profil et donc je faisais partie de Cap Maternelle à Paris. Et il y avait une formation sur la discipline positive de 3 jours que j'ai trouvé vraiment formidable, en discipline positive. J'écoute énormément de podcasts. J'ai découvert ce que c'était aussi que les violences éducatives ordinaires en allant à des conférences. Ça, je crois que ça s'appelle un centre d'intérêt restreint, ce que j'ai autour de l'éducation et des neurosciences. Dès que j'ai du temps, j'écoute beaucoup de podcasts ou de TED Talk et je lis. Et ta communauté, qu'est-ce que tes followers te disent sur justement leurs besoins de formation? Qu'est-ce que tu vois, toi, comme tendance, comme clé aussi, finalement, de la construction du développement professionnel de ta communauté? Ce qui revient et qui est difficile, c'est tel et tel élève ont des comportements que je ne sais pas gérer, je suis très fatiguée, j'aimerais de l'aide, j'aimerais qu'il y en ait moins dans ma classe et j'aurais besoin d'une AESH. C'est vraiment ça qui revient le plus souvent. Donc, les compétences psychosociales, les élèves à besoins particuliers, la question de la formation, du matériel et puis de conditions d'exercice. Peut-être pour finir, ensuite je laisserai la parole à la salle. Tu disais tout à l'heure que tu ne te sentais pas légitime comme formatrice, mais finalement, passer de la cape d'enseignante à la transmission au père, est-ce que tu vois des choses qui changent dans ta posture? Comment tu as construit aussi cette cape d'instagrammeuse? Alors, c'est pas je pense pas que c'est comme ça que tu te définis, mais en tout cas, moi je dirais de formatrice sur les réseaux. Alors, ce qui est très particulier quand on est instagrammeuse, justement, c'est que moi, je suis seule dans ma classe ou dans ma cuisine. Et tout d'un coup, j'ai une idée, je me dis, ah tiens, ça ferait une bonne vidéo. Mais pour rien vous cacher, parfois, je me dis que j'ai envie de faire du stand-up aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je pense que ça vient aussi du fait que je suis à l'aise devant la caméra, que ça m'amuse de faire rire, ça m'amuse de parler en public. Donc, en fait, je me fais plaisir à moi et je viens nourrir un besoin de créativité. Donc ça, je pense que c'est aussi pour ça que ça marche, c'est que ça doit se ressentir. Et oui, et le fait que
c'est pas que je me sens pas formatrice, mais en fait, c'est pas une démarche de formatrice parce que c'est très rare que je sois face à des gens. Et tout à l'heure, peut-être que vous allez me poser des questions, on va interagir. Moi, je suis vraiment seule face à mon téléphone. Donc, c'est très particulier, c'est presque artificiel, en fait, comme façon de faire. Donc, du coup, c'est pour ça que je me dis que je suis pas formatrice parce que si j'étais formatrice, je serais face à vous, je vous enseignerais quelque chose, je m'assurerais que tout le monde a compris la question, qui veut parler, qu'avez-vous appris aujourd'hui? Voilà, et en fait, c'est pas ça que je fais. Moi, c'est plutôt, tiens, j'ai une bonne idée, et si je le mettais en vidéo, parce que peut-être que ça pourrait aider quelqu'un. Ok, je vois la différence. Donc c'est pas tout à fait une cape de formatrice, mais plutôt de père aidance, comme on dit dans le milieu de la santé mentale d'ailleurs. Ah oui? Ouais. J'ai fait une formation de 2 heures et demie face à de jeunes enseignants dans une structure qui s'appelle Le Choix de l'école, qui accompagne de jeunes enseignants sur leur première année de stagiaire. Et j'ai trouvé ça mais tellement difficile, tellement plus difficile que de faire une vidéo. Justement parce que j'avais des personnes en face qui réagissent, qui parfois piquent du nez parce que c'est après le repas, ou regardent leur téléphone, ou je me dis « Oh mince, je les intéresse pas ». Alors que quand je suis seule face à mon téléphone, après, je vois, oh là là, il y a 100 000 personnes qui ont regardé ce que j'ai fait, mais c'est incroyable. Ça paraît complètement fou. Et finalement, c'est beaucoup plus facile que quand j'ai des personnes vraiment physiquement en face de moi qui vont peut-être venir avec leurs problématiques personnelles. Et du coup, je vais être là, ah oui, tiens, ça, j'y avais pas pensé. Comment je réponds à ça? Je sais pas. Oui, que l'espace de formation synchrone ou l'espace de formation asynchrone est pas exactement la même posture et pour la personne qui est en situation de former et pour la personne qui est en situation de se former, puisque finalement, c'est pas exactement la même démarche. Et c'est pour ça que chez Canopé, on fait les deux. Il y a ceux qui préfèrent venir picorer et construire, et puis il y a des sujets ou des questions sur lesquelles finalement on a aussi besoin de cet espace-là, d'échange, de discussion, de pouvoir un peu rentrer dans l'art du formateur ou de la formatrice pour pouvoir aussi construire sa propre vision de ce qu'on a envie de retenir et de changer dans ses gestes et postures professionnelles. Je me tais parce que je suppose qu'il y a beaucoup de questions dans le public. D'abord, un grand merci. Parce que franchement, effectivement, vous nous inspirez beaucoup. La première question qui me vient, c'est vous dormez quand? Parce que vous avez vraiment un multiple casquettes. Je me dis, mais comment vous trouvez le temps de faire tout ça? En fait, j'ai vraiment besoin de 8 heures de sommeil. Je les ai pas toujours, mais je me couche assez tôt. Je sais pas quoi répondre à cette question. En fait, c'est comme, je sais pas, il y a peut-être des gens qui font du crochet ou qui ont un aquarium chez eux et qui passent des heures à s'occuper de ça. Et moi, je passe des heures à faire ça, mais je vois pas le temps passer. C'est-à-dire que si à 21h, j'ai tout d'un coup une idée, je vais tout noter sur mon cahier. Et puis je vais m'endormir à minuit et j'aurais effectivement bossé 3 heures dessus, mais ça aurait été comme regarder une bonne série. Ça m'aura pas coûté. Donc je suis en train de penser à peut-être me faire un petit diagnostic parce que je suis quand même en plein dedans. Plus je m'intéresse à la neurodivergence, plus je me dis quand même, ah oui, ça me parle. Je pense que j'ai une capacité à faire beaucoup de choses à la fois tout le temps, sans arrêt, et que je compense peut-être aussi le trouble de l'attention et que du coup j'arrive à finaliser ce que je commence. Je sais pas, c'est juste que c'est un élan. J'ai tout le temps envie de faire quelque chose, donc je suis tout le temps en train de faire quelque chose. Mais je prends aussi beaucoup de temps à rien faire. Mais c'est un temps que je prends et qui est nécessaire. Et quand je fais rien, en fait, j'ai pas un cahier, attends, je prends mon téléphone, je note quelque chose, et puis après j'oublie. C'est très très drôle d'ailleurs, parce que si je reprends ce cahier, que je prends à l'endroit à l'envers, il y a des pages vides. Parfois, il y a écrit idée de vidéo. Je suis genre, oh, c'était une super idée ça. Et en fait, il y a plein de choses qui ne verront pas le jour, mais. J'aimerais avoir quelques petites idées pour contaminer des collègues qui ne sont pas dans la communication bienveillante. Alors, c'est un vrai sujet parce que vous savez que là, c'est vraiment plaisant parce que vous me dites que vous me suivez, que vous êtes, madame me remercie, c'est franchement agréable, mais j'ai pas mal de collègues qui seraient là à se dire, mais vous rigolez ou quoi? Moi, je l'ai déjà entendu, gueuler, parfois, ça se passait mal dans telle école. Moi, j'ai changé pas mal d'école parce qu'aussi, je cherche ma place et j'ai beau m'intéresser à tout ça et à me former, je suis pas du tout exemplaire. Donc, voilà, ça, je voulais le dire aussi, parce que j'ai beaucoup plus de facilité à avoir énormément d'empathie et de patience avec un enfant qu'avec un adulte. Et du coup, parfois, je me heurte aussi parfois à des personnes qui vont avoir des réactions ou des façons de faire avec les enfants. Je me dis, non, mais il est sérieux, franchement. Et du coup, la façon dont je vais dire, ça se voit dans mon visage que je suis en train de penser, mais il est sérieux. Et du coup, je suis pas forcément la bonne personne pour vous répondre parce que je ne sais pas comment faire non plus parfois. Après, je suis convaincue qu'on est tous des diffuseurs d'ambiance et que l'exemple fait tout. Et que si j'arrivais à incarner vraiment tout ce que je professe sur les réseaux, ça rejaillirait sur les autres. Donc je me dis, faites-vous confiance, faites ce que vous avez à faire, allez dans la direction qui vous paraît être la meilleure pour vous.
et vivez la chose intensément. Et puis, ce qui n'est pas dans votre contrôle, faut le lâcher, en fait. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une réaction qui vous plaît pas trop, ça vous empêche pas d'aller voir l'enfant à qui on a mal parlé pour lui dire, tu sais, moi, j'aurais pas aimé qu'on me parle sur ce ton. Donc, voilà. Et je sais que c'est pas cool parce que ça peut créer des tensions entre adultes, mais en même temps, qui est-ce qu'on cherche à protéger? C'est toujours la question que je me pose. Quand je me dis est-ce que j'interviens pas, je me dis oui, mais qui est le plus important là? Est-ce que c'est l'enfant? Bah oui, c'est l'enfant. Mais si quelqu'un veut répondre et a des idées, n'hésitez pas à vous répondre entre vous aussi, parce que j'ai pas la réponse pour ça. Non, juste, je veux remercier parce que dire que peu importe que vous soyez formatrice ou pas, c'est pas la question. En tout cas, et c'est une formatrice qui vous dit ça. Voilà, la question est que vous transmettez, vous osez transmettre ce que vous vivez et vous avez aussi des choix. Et là, vous venez de le dire et je voulais rebondir sur ce que vous disiez de justement ne pas accepter de dire que l'enfant est en premier, dire que vous avez un cadre quand même. Et ce cadre-là, alors je dois avouer, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de vous écouter parce que je suis submergée par les ressources dans ma mission et tout ça, mais je suis venue avec grand intérêt et parce que des collègues m'ont parlé et que j'aime bien voilà, avoir toutes les sources. Voilà. Mais je voulais dire que quand même, quand vous parlez, peu importe que vous soyez estampillée formatrice ou pas, mais en tout cas, vous transmettez. Et vous transmettez avec motivation et passion. Et donc ça se transmet directement. Moi, je le ressens. Tout ce que vous dites de se faire tamponner par les enseignants de mauvaise humeur ou parce que c'est difficile. Voilà, moi, je suis sur un sujet complexe que celui des comportements perturbateurs. Donc, vous voyez la souffrance que ça peut générer et les problèmes que ça peut engager. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de vous dire ça et de dire qu'il n'y a pas de réponse. Il y a des pistes et que vous êtes dans ces pistes et que vous partagez ce vécu et que ça, c'est bien de se l'autoriser et aussi de sortir de ce carcan dans lequel on est enfermé institutionnellement parlant. Je me permets de méditer ici entre nous. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et ce que vous avez dit me fait penser à une anecdote qui m'est arrivée sur le chemin. J'aimerais vous la partager parce que j'attendais que le feu passe au vert pour pouvoir traverser le passage piéton et j'étais pas dans un quartier que je connaissais et j'étais sur la piste cyclable là, et j'avais pas fait gaffe. Et donc il y a une personne à vélo qui a été très mécontente et qui a failli me bousculer. Donc ma réaction c'était des mais oh! Et il a fait ouais, t'es sur la piste cyclable. Et en fait j'étais en train d'écouter un podcast sur les élèves au comportement perturbateur et sur le fait qu'il fallait pas être dans la réaction mais dans l'action, etc. Et là, c'était tellement drôle parce que je venais de gueuler sur un inconnu qui me gueulait dessus et et là, je me suis mise dans cette posture, j'ai réfléchi. Et ça m'a tellement fait rire que je suis retournée le voir et je lui ai fait monsieur et je lui ai tendu la main et je lui ai fait et en fait, du coup, il a été surpris. Et j'y suis allée vraiment avec le cœur et on s'est serré la main et je lui ai mis la main sur l'épaule et je fais tout va bien. Il me fait mais oui, tout va bien. Je fais allez, bonne journée. Et en fait, c'était drôle parce qu'on est passé du tout au tout et c'est vraiment cette histoire des émotions. C'est que la première émotion que moi j'ai ressentie, c'était la peur, évidemment, la surprise et c'est la colère qui est arrivée tout de suite. En fait, je lui ai pas dit oh là, j'ai eu peur. Ou à ce moment, il aurait dit ah, excusez-moi, je ne voulais pas vous faire peur. Non, je lui ai tout de suite dit ah, qu'est-ce que tu fais? Et du coup, lui s'est senti agressé et neurone miroir, il m'a agressé en retour. Il était super en colère. Et c'est ça qui est, quand je disais qu'on est des diffuseurs d'ambiance, c'est que si je fais le choix de l'action et pas de la réaction, donc ça oblige un petit temps de pause. Et là, heureusement que j'avais mon écouteur et bon bref, je me dis ok, comment je réagis? Et donc ça revient aussi à votre question, madame. C'est comment on fait avec des collègues qui font pas comme nous? En fait, on a juste le choix de notre réaction à nous. Et que la seule chose qui est en notre pouvoir, c'est comment on va réagir à la situation. C'est ça que je voulais dire, qu'on a toujours le choix de notre réaction. Voilà, parfois, en fait, quand on est pris de court et que c'est notre cerveau reptilien, voilà, et qu'on est en stress, on va pas être en mesure de réfléchir et d'avoir une réaction dont on sera fier. Plus on s'exerce à se poser la question, est-ce que j'aurais pu faire autrement? Plus après, ça peut être plus facile de choisir dans les différentes options de réaction qu'on peut avoir. Et le fait est que je pense que cet homme et moi, ça nous a fait énormément de bien de nous sourire et de faire retomber la tension. En fait, je suis en élémentaire. Vous avez dit que vous avez beaucoup travaillé en maternelle, mais pas que. Donc, j'imagine peut-être c'est en élémentaire. Je regardais une de vos vidéos sur le cadre, poser la règle. C'était dans le cours de gym avec les tapis.
où il fallait pas traverser et donc vous expliquiez à un enfant et que vous étiez allé avec lui pour lui expliquer, lui redire la règle, attendre avec lui. J'adore le concept, mais j'ai du mal à imaginer ce que ça peut donner avec des enfants plus grands. Voilà, si vous aviez des idées pour concrétiser, parce que moi, ils en sont pas à vouloir faire ce qu'on leur demande forcément. C'est pas comme aller faire le cours de gym. C'est Vous avez un exemple précis? des enfants qui vont sauter dans le couloir au lieu de se déplacer en marchant. Alors ça peut être un petit peu plus grave dans le sens, ça peut être la violence aussi. Ça peut être des enfants qui vont hurler dans le couloir. Est-ce que ce sont souvent les mêmes? Oui, mais ça dégrade de pire en pire dans l'école, donc c'est un peu tout le monde maintenant. Si vous avez une réflexion là-dessus. Ma réflexion, ce serait de toujours avoir en tête la compétence que vous voulez que l'enfant acquiert. Donc là, on est dans marcher silencieusement, par exemple. Du coup, gardez ça en tête et puis c'est ça dont vous allez parler à l'enfant. C'est-à-dire que dire arrête de crier ou ne cours pas, je te l'ai déjà dit 1000 fois, voilà, ça va pas marcher. Et si l'enfant n'est pas réceptif parce que vous le dites en l'air, s'approcher de lui et lui dire tiens, je te donne la main. Vous lui donnez pas forcément, je vais lui dire je vais te donner la main, comme ça on va marcher tous les deux dans le calme et en silence. Bravo, t'as marché dans le calme et en silence. Et en fait, de montrer l'exemple à chaque fois, de prendre le temps de le faire. Et puis, vous le faites avec un élève, mais ça va profiter au reste du groupe. Aujourd'hui, je vais donner la main à un tel, comme ça, je vais t'apprendre à descendre dans le silence. Et c'est fatigant, c'est long, on n'a pas envie de le faire, mais ça marche vraiment très, très bien. Et puis, féliciter ceux qui ont le comportement attendu. Ça paraît évident comme ça, et à chaque fois, j'oublie. Et ça marche tellement bien. De dire merci à un tel qui se tiennent la main et qui sont 2 par 2 et qui sont dans le calme. Merci beaucoup. Et ça marche tellement bien. Mais c'est difficile parce que forcément, on a un biais de négativité et on voit tout de suite celui qui déborde. Et généralement, celui qui déborde et qui se fait remarquer, c'est justement parce qu'il a besoin de notre regard. Donc, si vous lui donnez la main et que vous lui montrez l'exemple, vous le valorisez. Voilà, c'est un petit exemple de toujours garder en tête ce que vous voulez qu'il apprenne et du coup, ne parler que de ça. On va pas parler du fait qu'il tape, qu'il a rejeté le manteau par terre ou qu'il crie. On va parler du fait qu'il marche comme il faut et qu'il me donne la main en silence. Bravo. Le pouvoir du renforcement positif. Mince, j'ai pensé à autre chose. Ah, dommage. Quand ça me revient, je vous le dirai parce que je me suis dit, ah oui, ça marche bien aussi. Mais j'ai une idée qui a très bien marché une fois. C'est de le dire avec énormément d'honnêteté à votre groupe. Écoutez les enfants. Et donc là, cap d'enseignant. Vous modulez votre voix. Je vais vous dire quelque chose de très important. Je suis très embêtée parce que quand on descend dans la cour de récréation, dans le couloir, je me sens pas très bien. Là, vous laissez entendre, oh, la maîtresse se sent pas bien. Non, je me sens pas très bien parce que vis-à-vis des autres classes, j'aimerais qu'on fasse pas trop de bruit. Je sais que la directrice nous entend. Et j'aimerais vraiment qu'on arrive à trouver une solution pour qu'on puisse descendre et que je me sente mieux en descendant avec le groupe. Et est-ce que vous avez des idées? Et là, vous pouvez demander vraiment aux enfants et puis vous écrivez au tableau toutes les idées et ça sera des idées. Ah, on n'a qu'à mettre une rampe comme chez les pompiers, comme ça on descend par la fenêtre. Ok, je mets ça, la bonne idée. Quelqu'un d'autre a des idées. Et en fait, voilà, il faut que ça soit un jeu. On cherche tous ensemble la résolution de cette problématique et vous venez vraiment avec, j'aimerais vraiment que là, on prenne 10-15 minutes pour qu'on trouve une solution tous ensemble. Parce que je ne vais pas accepter ce comportement plus longtemps et en même temps, je vois bien qu'il y en a certains d'entre vous qui ont besoin de bouger, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Et s'il y en a un qui dit, peut-être qu'on pourrait descendre sans se donner la main, parce que moi, j'aime pas donner la main. Oui, peut-être qu'on pourrait faire ça. Est-ce que vous pensez que si on se donne pas la main, on peut descendre en silence? Est-ce que vous voulez bien qu'on essaye? Et vous pouvez essayer. Et si ça marche pas, on réessaye autre chose. Et ensuite, si le lendemain, c'est pareil qu'avant et que c'est affreux, vous refaites un petit point. Je voudrais refaire un petit point par rapport au couloir parce que on a essayé des choses, ça marche toujours pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que là, franchement, moi, ça me met pas bien. Être très honnête comme ça, être très humaine et dire les mettre en responsabilité. Et puis surtout qu'ils fassent partie de la réponse. Accepter toutes les propositions qui vont peut-être émerger, qui sont peut-être farfelues, mais... Parce qu'en fait, cette année, je suis dans un format un peu particulier, puisque c'est la première année de ma vie où ma fille, qui a 3 ans actuellement, a le même âge que mon groupe classe, qui sont les 3 ans, puisque j'ai une classe de petite section pure. Et donc, en fait, je gère au quotidien les tempêtes émotionnelles de mes élèves et je dois également gérer au quotidien les tempêtes émotionnelles de ma fille. Et des fois, je trouve que c'est difficile de faire la part des choses entre le perso et le pro et savoir rester dans une constance au niveau de la bienveillance, notamment, ne pas craquer. En fait, il n'y a jamais de pause entre ce qui peut arriver à la maison et ce qui arrive aussi à l'école. Donc, est-ce que vous auriez des conseils? Parce que j'imagine, vous l'avez vécu aussi, pour rester dans cette constance et être aussi bienveillante avec son enfant à la maison qu'on peut l'être avec son groupe classe. Parce que malheureusement, je trouve souvent, on va tellement donner aussi au groupe que quand on rentre le soir, on est épuisé et on n'a pas les mêmes ressources avec nos propres enfants qu'on pourrait avoir avec nos élèves. Vous aviez des conseils là-dessus? Est-ce qu'elle va au centre de loisirs? Voilà, j'ai déjà... là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous n'avez pas de temps mort. Donc, peut-être qu'une réponse pour vous, ça serait de vous octroyer des temps morts sans culpabiliser. Parce que j'imagine que vous dites, oui, mais parce que je suis un site, justement, je peux la récupérer plus tôt. Il y a des moments... oui,
Oui, et en même temps, une maman reposée, c'est une maman qui est 2 fois plus à même de faire un petit jeu avant le bain ou d'écouter. Enfin voilà. Je pense que là, de ce que j'entends, c'est que vous êtes un peu fatigué et que ça s'enchaîne. Et vous avez peut-être aussi l'opportunité en étant instite de peut-être la laisser de temps en temps. Je sais pas si vous avez un partenaire ou une partenaire, mais faites aussi de vous imposer des pauses à vous-même et de pas se dire oui, mais du coup, c'est du temps que je passe pas avec ma fille. C'est non, c'est du temps que vous allez passer avec vous-même. Donc, vous allez recharger vos batteries et ça va être beaucoup plus plaisant de la retrouver. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien? Ça paraît difficile à faire? Ouais, je comprends. Peut-être qu'il faut que ça fasse son chemin. Autrement, rappelez-vous que ça va passer très, très vite. Je sais qu'elle a 3 ans pour toute cette année. L'année scolaire, ça paraît long, mais en vrai, quand elle aura 18 ans, ça vous manquera les cris et les... Je pense qu'on a tous besoin d'énormes pauses de respiration. Et après, être avec son enfant, je suis en train de me dire que être avec son enfant de 3 ans, c'est pas non plus être comme vous êtes avec vos élèves. Donc avec elle, ça peut être aussi, j'aimerais qu'on fasse quelque chose ensemble, parce que j'aime passer du temps avec toi, mais c'est pas forcément vous mettre à 4 pattes et faire des Legos avec elle. Ça peut être aussi... juste aller acheter le pain ensemble ou s'asseoir sur le canapé et chacun lit son livre, mais juste de le faire ensemble, ça vous permet aussi de souffler, de dire oui, je suis avec toi, mais là, je prends du temps pour moi aussi. Voilà. Moi, je sais que mes enfants, quand je leur dis je vais prendre un bain, ils disent oh, ça va durer trop longtemps. Parce que j'adore attendre que l'eau soit froide. Donc, c'est vraiment, je peux passer 1h30 dans le bain à ne rien faire. Mais vous pouvez me parler à travers la porte, je vous entends, mais c'est vrai que là, j'ai envie d'aller prendre un bain. Ça m'arrive pas souvent, mais à 3 ans, ça va pas être ça, parce que vous pouvez pas laisser 1h30, mais vous pouvez très bien faire quelque chose pour vous et qu'elle soit à côté sans vous occuper d'elle, c'est ça que je veux dire. L'impliquer dans la cuisine, l'impliquer dans faire le lit, l'impliquer dans... ce dont elle a besoin, c'est de votre présence, en fait. C'est pas que vous jouiez avec elle ou que vous fassiez des choses avec elle. Ça, c'est peut-être quelque chose que j'aurais aimé entendre. Est-ce qu'à l'inverse, ça t'est arrivé d'arriver en classe après une situation familiale, on connaît tous le matin, on s'est hyper énervé et fêter la lacets et dépêche-toi et le choix des chaussettes et nanani, et donc on arrive où on s'est engueulé avec son conjoint bien sûr 10 minutes avant de partir sur un truc qui a pas de sens, et de dire en classe là, j'arrive ce matin avec une émotion particulière. Je me demande ça, parce que moi, je l'ai fait, mais avec des lycéens, d'arriver et de dire, écoutez, aujourd'hui, ça va pas du tout. Prenons soin les uns des autres. Et ça les a aussi autorisés à arriver, eux, ados, et de dire, aujourd'hui, ça va pas du tout. Je me demandais si en maternelle ou en élémentaire, ça t'était arrivé de le faire dans l'autre sens. Alors moi, j'ai la chance d'avoir à mon étage une super ASEM qui est aussi une amie. Et on se voit dans les couloirs et c'est avec elle que je ventile. Mes élèves, ils sont vraiment tout petits, puis ils arrivent au compte-gouttes. C'est pas comme s'ils étaient réunis face à moi, donc ça m'est jamais arrivé de dire ça. Mais par contre, oui, ça m'arrive d'élever la voix et de dire non, mais là, et puis après de dire excusez-moi les enfants, je vous demande pardon d'avoir élevé le ton. Et puis après, je peux expliquer pourquoi. Mais je trouve ça super qu'on s'autorise à le faire. Bonsoir. En parlant d'émotions qui viennent de l'extérieur, je pensais à l'ambiance générale d'une école. Parce qu'on est dans notre classe, mais on n'est pas tout seul. Je parle pas forcément des relations avec les collègues, mais l'ambiance des élèves. Moi, je suis en élémentaire. Des élèves qui ne vont pas bien, qui causent des problèmes à l'école, récurrents. Une direction qui a peut-être du mal à gérer tout ça parfois. Plus tout ce qui vient de l'institution, tout ce qui est complexe à gérer pour nous, dans les rapports avec l'institution, dans tout ce qui est annexe, c'est-à-dire le suivi socio-psychologique des élèves, des besoins particuliers, etc. Quelles ressources vous avez pour, une fois que vous êtes dans votre classe, avec votre groupe à vous, dont vous êtes responsable, de couper avec tout ça, d'essayer de mettre à distance tout ça? Moi, je suis quelqu'un qui parle et qui dit les choses, vraiment beaucoup. Et je sais que je sers d'exemple aussi à certains collègues pour ça, ceux qui me disent « oui, mais toi, t'oses ». Et ça me coûte, parfois c'est difficile, mais je pense que des situations intolérables, en fait, il faut en parler. Je garde rien pour moi. Je sais pas si c'est un conseil que je vous donne, mais en fait, je vous explique comment moi, je fonctionne. C'est-à-dire que quand il y a une situation qui va pas, j'en parle. Quand ça va pas avec un collègue, je lui demande est-ce qu'on peut prendre 5 minutes à 15h, s'il te plaît, parce que j'aimerais qu'on discute de la situation. Moi, c'est comme ça que j'arrive à gérer. Et l'année dernière, j'étais dans une école, c'était très, très difficile. J'ai vécu un enfer. Je me suis fait arrêter parce que je m'en rendais pas compte, mais j'étais vraiment au bout du rouleau. Et je pense que tout le monde a pu connaître ça ou connaît un collègue qui se dit, mais je vais jamais pouvoir y retourner demain. Et j'ai fait exactement ce que je vous dis. J'ai écrit des courriers. En fait, j'ai mis noir sur blanc ce qui allait pas. J'ai demandé de l'aide. J'ai alerté tous des personnes que je pouvais alerter. Donc, ce seul conseil que je peux vous donner, c'est que si ça va pas, en fait, il faut pas le garder pour vous. Et il faut en parler à une personne de confiance, à votre hiérarchie, en passant par la voie hiérarchique au directeur, à la directrice, faire remonter les informations, noter. Parfois, vous avez du mal à vous protéger, c'est ça que j'entends, de l'ambiance extérieure, je sais pas. En fait, si vous m'apportiez une problématique, peut-être que je sais pas comment répondre à ça. En permanence, des élèves qui descendent aux toilettes, les CM2, descendent, qui viennent taper à votre porte, les trucs, vous voyez, ou des élèves qui clairement
pas leur place à l'école, ce que vous avez vécu l'an dernier, qui ne touche pas directement, mais une de mes collègues. Probablement que si j'étais à votre place, je me poserais les mêmes questions et j'aurais pas de réponse. Là, cette année, je suis j'ai un tout petit effectif. Je m'entends bien avec mes collègues et c'est tranquille. Donc, je me sens très, 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 très privilégiée. Et pour avoir vécu ce que vous avez vécu, je vous avoue que j'ai changé d'école. Quand j'ai pas réussi, quand c'était trop pour moi, je suis pas restée. Accrochez-vous, puis faites l'autre demande et puis faites remonter. Parlez-en, l'enfant de CM2 qui tape, c'est toujours le même, celui qui... Non, on les ferme pas, on n'a pas le temps d'ouvrir la porte, c'est pas Non, mais est-ce que vous savez lequel c'est, cet enfant? Ah non, mais c'est une ambiance délétère, C'est une en ambiance- général, ouais. Ce qui est sûr et ce que j'ai remarqué, c'est que nous, avec nos élèves les plus difficiles, et ce sont ceux qui ont le plus besoin d'amour, le plus besoin d'être entourés, écoutés. Donc, je sais que c'est difficile, mais ces enfants-là, il y a plein de moments où ils sont super. Et juste les trouver entre le moment où il claque la porte et il crie et il insulte, vous allez le voir à ce moment-là et vous lui dites bonjour avec le sourire. Enfin, voilà ce que je veux dire. Pratique avec l'un d'eux. Ouais. C'est en fait j'ai que ça comme réponse, c'est diffuser votre bonne humeur, votre plaisir d'être là, votre plaisir de le voir. Et c'est un enfant peut-être qui choisira de taper à une autre porte qu'à la vôtre, ou il viendra vous voir pour d'autres choses, mis à part être dans l'ouverture et de leur dire t'es à la bonne place. Hein. Parce que ces enfants-là, c'est ça qui leur manque en fait, c'est de mais tu sais quoi, je te vois, je t'écoute, je t'entends, et t'as toute ta place ici. Et tu seras toujours le bienvenu. Je voulais vous demander si vous aviez été confronté, donc j'ai bien compris pas cette année, mais au manque de place dans la classe. Vraiment les mètres carrés. Des mètres carrés. Voilà, parce que moi c'est rempli et j'étouffe et je peux pas changer comme ça, même si je songe de plus en plus à changer d'école, mais c'est rempli. Vous êtes en élémentaire, c'est ça? Oui, il y a un bureau par enfant? Il y a un bureau par enfant, il y en a un petit peu plus parce que j'ai des milliards de classeurs. Mais voilà, vous avez déjà éliminé le maximum de choses. Ouais, j'ai déjà arrivé l'étape du coin regroupement qui est devenu juste des tabourets et des chaises. Mais bon, il y a un moment où je peux plus enlever de choses. Est-ce que... Voilà, je sais pas si est-ce que vous pouvez annexer, est-ce qu'il y a une pièce libre à côté ou pas? Parce que moi, ça m'est arrivé d'annexer le dortoir et que les enfants fassent de la trottinette dans le dortoir. À côté, c'est la salle des maîtres, donc voilà, des fois, j'envoie un enfant pour qu'il puisse reprendre son calme et son souffle. Après, j'ai une couloir, mais il y a plein de petits coins biscornus, donc au niveau ça c'est une vraie problématique. Je sais pas quoi vous répondre en maternelle. Je dis le moins il y a de pieds, mieux je me porte. Donc les chaises et puis les ASEM adorent parce que du coup elles passent le balai de façon rapide. Elles aiment bien faire le ménage dans la classe pour ça. Hein, je sais pas si quelqu'un moi faire du tri, essayer déménager, réaménager, essayer le U, essayer le E, essayer le E. La collègue propose de faire travailler des élèves debout. Oui, donc moi je suis en maternelle depuis maintenant presque 15 ans, mais j'ai eu 15 ans, un peu plus de 10 ans en élémentaire. Et j'avais des élèves très agités, qui avaient besoin. Et en fait, j'avais un pôle dans la classe. La classe n'était pas très grande et à l'époque, on avait 27 élèves. Donc, il fallait quand même de la place. Et j'avais un pôle où ils pouvaient travailler debout. Juste, j'avais ramené de chez moi des manches debout et j'en avais 4. Et en fait, ils pouvaient travailler en groupe à ce moment-là et debout et ça libérait beaucoup de place parce que du coup, ils pouvaient être à 6 ou 7 et ça m'enlevait des petits pupitres d'élèves. Donc ça, c'était une solution. Ça leur permettait aussi de se déplacer, d'aller voir l'autre en face, de bouger. Et ça, c'est un truc qui a bien fonctionné, en tout cas. Des manches debout, c'est des tables hautes. Donc, comme ça, ils étaient à hauteur pour écrire. Ils se tordaient pas. Mais en tout cas, ça m'avait libéré pas mal de place. Mais aujourd'hui, moi, j'ai une classe de maternelle et quoi qu'il arrive, que j'ai 11 élèves comme cette année, c'est une chance. Ou que j'en ai 18, j'ai 8 tables. Et on travaille au sol beaucoup. Et j'ai beaucoup de place. Je suis dans le 93, mais j'ai 11 élèves cette année. C'est du bonheur. Mais les cases n'étaient pas dans les... Voilà. Ils avaient un endroit dans le couloir avec leurs affaires. Ça évitait qu'ils touchent à tout et que, voilà, ils organisaient leur journée en amont avec l'emploi du temps. Enfin, voilà. C'est tout un système à repenser, mais en tout cas, ça les autonomise et puis ça libère beaucoup d'espace et ça libère la tête. Et peut-être juste en complément, mais je sais que c'est des démarches de moyen terme, mais aujourd'hui, il y a des démarches aussi d'aménagement scolaire avec les collectivités quand il était doté le fonds CNR, qui permettait d'acheter du mobilier aussi différent, des bureaux assis debout. Il y a une formation à Paris qui s'appelle Réinventer les espaces scolaires. On a des démarches là-dessus aussi chez Réseau Canopé, donc vous pouvez vous inscrire là-dessus parce que vraiment, il y a plein d'autres façons d'aménager l'espace scolaire auxquelles on ne pense pas et qui permettent parfois de
trouver des trucs et astuces qu'on n'aurait pas imaginé au départ. Donc, Moi, je suis stagiaire cette année, donc déjà, je vous remercie parce que vous m'avez plus formée que certains cours, pour commencer. J'aurais 2 questions. La première, c'est en maternelle, si vous avez retiré les bancs et l'ellipse, qu'est-ce que vous avez testé d'autre au comment qui fonctionne? Alors ça fluctue vraiment en fonction du nombre d'élèves que j'ai. Donc cette année, j'en ai 12 de grande section. Ouais, je sais, je suis désolée de le dire, j'ai honte. Je n'ai que 12 élèves et c'est incroyable. Comment je m'organise du coup? Quand j'avais beaucoup d'élèves, j'avoue, au-delà de 27, enfin même 20, à partir de 25, les bancs, c'est quand même super pratique parce que quand ils sont par terre, je trouve que 25 assis par terre, il y en a, ça me dérange pas qu'ils bougent et qu'ils s'allongent un petit peu, mais là, ça devient compliqué à gérer, je trouve. Donc, j'avais remis des bancs enfin, j'ai toujours eu des bancs à partir de 25 élèves. J'en ai jusqu'à 31. De petites sections, j'ai démarré avec 31. Et avec 12 et 19 et jusqu'à 20, j'ai pas de banc, mais quand je leur demande de se mettre en cercle ou quand on va parler des émotions ou qu'on va partager des fruits ou je ne sais quoi, ils vont chacun chercher une chaise. Et donc, ils créent une ellipse eux-mêmes. Enfin, on se met en cercle avec les chaises. Donc, c'est tout un apprentissage à apprendre à porter sa chaise, à la poser, à faire attention aux mains des voisins. Et ça, c'est super pratique. Et j'ai 2 petits tabourets roulants. La passion de mes élèves, c'est de manger des crudités pendant que je raconte des histoires. Parce que toutes les semaines, il y a des parents qui apportent des carottes ou des concombres. Et il n'y a pas si longtemps, j'avais un élève qui avait apporté un chou vert. Et donc, je pose le plateau avec les fruits et légumes qu'ils ont préalablement découpés sur un des tabourets roulants. Et ils se servent, ils se le passent comme ça. Et donc, ils sont tous assis sur une chaise et ils font tourner le tabouret. Et donc, ce jour-là, j'avais des élèves qui s'arrachaient une feuille de chou et qui passaient le tabouret, qui s'arrachaient une feuille de... C'était super drôle parce que moi, je lisais mon livre tout à fait sereinement en disant qu'est-ce que je suis en train de faire? Ils sont en train de manger du chou. Et voilà, c'était super drôle parce que voilà, c'est comme ça que je kiffe l'école en fait, c'est que je me laisse surprendre par même par ce que je fais moi, parfois ma propre créativité. En même temps, c'est pas moi qui avais choisi le chou. Donc les chaises, ça marche très bien. Chacun va chercher. Et en plus, ils adorent porter, se déplacer. OK. Et j'avais une autre question du coup, je pense que c'est ma posture de stagiaire aussi, mais j'ai très envie de, entre guillemets, «faire le programme», même si en maternelle, c'est plutôt libre, mais les apprentissages, premiers des lettres, des chiffres et cetera. Comment on fait pour essayer de se détacher de ça? Comment on fait pour se détacher de ces apprentissages premiers et d'être plus justement dans l'approche de l'enfant, en tant qu'enfant et moi en tant qu'élève? On peut faire les 2 parce que moi, enfin le programme, moi, je le suis quand même à la lettre. J'ai des progressions, on va apprendre à écrire en attaché, tout ça. Donc en fait, on travaille beaucoup aussi dans ma classe. Comment j'arrive à m'en détacher? Enfin, je sais pas si j'ai bien compris la question, mais en tout cas, ce que j'ai appris à faire, c'est de faire travailler mes élèves en tout petits groupes. Donc moi, quand je suis assise à une table, j'en ai que 3 ou 4 max. Et là, on va vraiment travailler une compétence de façon très assidue. Et c'est un moment où les autres savent qu'il ne faut pas qu'ils viennent me déranger. Ils ne me parlent pas. C'est là qu'ils voient que je peux perdre un peu patience quand je leur dis non, mais là je suis vraiment occupée avec un tel. Voilà. Et les autres, ce qui est très difficile en tant que quand on débute, mais qui moi me sauve la vie, c'est que les autres sont très très autonomes. Donc moi, en septembre-octobre, ce que je vais vraiment mettre en place, c'est ce qu'on a le droit de faire quand on a terminé, quand la maîtresse est occupée, et ça va je peux aller me brosser les dents. Parce qu'on a des brosses à dents, à aller chercher des perles, mais il faut un tabouret pour y accéder, pour faire des colliers, à je ne sais quoi. Donc en fait, j'ai toute une multitude de choses qu'ils peuvent faire en autonomie, où je sais qu'ils vont faire des choses intelligentes, qui vont les occuper. J'ai plein de petits jeux mathématiques aussi, individuels, des choses comme ça. Et comme ça, moi, je me concentre pendant 10-15 minutes avec 3 enfants. Et ensuite, ça tourne. Et donc, à la fin de la journée, j'aurai vu tout le monde. Ils auront tous fait des choses qui les intéressent. Et ils ont eu ce sentiment de liberté d'avoir choisi vraiment ce qu'ils voulaient. J'ai un ordinateur aussi en accès libre. Mais ça m'a pris du temps de sortir le groupe vert, vous êtes là, les 6 qui sont là, vous faites ça, les 6 qui... Et je sais que peut-être qu'à l'INSPE, on vous demande de fonctionner comme ça. Donc, je me dis, c'est bien de passer par là aussi, de construire ses séances, d'avoir ses fiches de prep, de comprendre ce que c'est, voilà, faites ça. Et puis, un jour, vous arriverez à vous dire, les 6 qui sont là, je sais même pas ce qu'ils font, mais c'est pas grave. Parce que vous allez entendre à l'oreille qu'il n'y a pas de catastrophe. Et quand il y a des catastrophes, ils sauront où est le balai. Et ce ne seront pas des catastrophes, ce sont des situations d'apprentissage. Donc, voilà. OK, merci beaucoup. Avec plaisir. Oui, je voulais savoir ce que vous pensez de la pédagogie de Céline Alvarez. Vous êtes inspirée d'elle? Alors, ça fait partie des formations que j'ai faites et que je me suis offerte. J'ai fait 3 jours de formation avec elle il y a une dizaine d'années en université d'été, où elle présentait tout son matériel didactique en maths et en français. J'ai trouvé ça passionnant. J'ai acheté son livre, je l'ai dévoré à l'époque aussi, le premier.
Le second, je l'ai lu aussi. Une des premières choses qu'elle a dites en formation, et je me suis dit que j'allais lui piquer l'idée d'ailleurs si un jour je faisais des formations, c'était de nous dire, on était un amphithéâtre de 400 personnes, elle a dit « Faites-vous confiance. Quoi qu'il se passe, faites-vous confiance. » Et je me suis dit, ah, je suis au bon endroit. Et donc, je me suis assise et j'ai écouté. Je ne sais pas pourquoi elle est tant décriée. Et oui, je sais que c'est une expérimentation et qu'elle avait des ressources et du matériel et de l'argent et que c'était, voilà. Mais moi, je trouve que ce qu'elle dit dans son livre, il y a tellement de choses à prendre que je m'en suis beaucoup inspirée. Et c'est à cause d'elle que j'ai commencé les ellipses et que après, j'ai renoncé. Et à une époque où j'avais aussi des petits tapis, les enfants travaillaient sur des tapis, ils les roulaient, ils les rangeaient. Ben, moi, j'ai changé tellement d'école que j'ai plus de tapis parce qu'ils avaient été achetés avec une coop. Et finalement, nous, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on se déchausse. Donc, les enfants sont en chaussettes ou pieds nus. Je trouvais que les tapis, c'était bien parce que du coup, c'était un peu plus propre que se mettre par terre. Mais comme le sol est plutôt propre, ils sont très contents d'être à même le sol. Moi aussi, je trouve ça plus simple au final. Eh ben, il est l'heure de conclure. Merci à toi, Émilie, pour le temps, l'énergie, l'empathie qui a émané de toutes tes prises de parole. Merci beaucoup pour ça. Merci à vous. Et merci beaucoup à vous toutes pour vos interventions, votre présence joyeuse et enthousiaste. Puis très bonne soirée et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de la librairie Canopée ou sur nos plateformes Canotech, Extra Classe, Réseau Canopée ou dans nos formations en atelier. Bonne soirée.